Madonna, Janet Jackson, George Michael, David Bowie ou will.i.am, tous ont le point commun d'avoir voulu collaborer avec le duo français le plus iconique de la musique. Malheureusement pour eux, ils auront refusé toutes leurs demandes jusqu'à finir par collaborer avec les icônes de leur enfance pour créer le plus gros succès de leur carrière après 4 albums. Rois du sample, de la nostalgie musicale avec un son cependant unique, ils ont redéfini le game de l'industrie musicale publiquement mais aussi dans les coulisses, vous allez le voir. Je vous parle aujourd'hui des punks débiles, les Daft Punk. Je suis Xavier Del Fuego, bienvenue dans Iconic. I don't feel like an icon. It's crazy. Iconic and amazing people. J'ai été une idole. I do think I am a goddess. On me considère comme un symbole sexuel. Legendary. Iconic. That is what style icons do. C'est un don qu'on a. A legend in the making. Obama. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Iconic, votre condensé de pop culture qui questionne la place de certaines personnalités que l'on peut qualifier d'iconiques dans notre société. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver pour cet épisode sur Daft Punk. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux d'Iconic, @IconicPodcast, sur Instagram principalement, mais aussi sur Facebook et sur YouTube où vous pouvez voir les images dont je parle, même si à l'audio, ça fonctionne parfaitement. Et ce podcast, je vais le commencer en vous énonçant une vérité. Les Daft Punk ont sorti 4 albums. Chacun de ces albums a redéfini une époque. Le premier a été le fer de lance de la French Touch dans la house. Le second a popularisé la house dans le monde entier. Le troisième a défini les nouvelles règles de l'EDM, Electronic Dance Music, et le quatrième a repopularisé la disco pop, toujours efficace aujourd'hui grâce à des personnalités comme The Weeknd ou Dua Lipa. Je pourrais m'arrêter là, et voilà, le podcast est terminé, mais on va aller un peu plus loin évidemment, puisque là je vous ai quand même énoncé 4 vérités qui font que ils ont un peu redéfini le game, mais vous le savez peut-être maintenant, avec Iconic on va au fond des choses, et Daft Punk ne fera évidemment pas exception. Donc comme à l'accoutumée, il y aura 5 parties, pour commencer les débuts, classique, on commence avec les débuts, voilà, tranquillou. Ensuite, la révolution Daft Punk, parce que vous allez voir qu'ils ont révolutionné pas mal de choses. Troisième partie, la traversée du désert, tintintin. Quatrième partie, devenir chanceux. Je pense que les vrais auront compris la petite référence et les faux, vous allez la comprendre très rapidement. Et la 5e partie, évidemment, la réponse à la fameuse question qui vous a amené ici. Comment ont-ils redéfini le game ? C'est parti ! Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo se rencontrent au lycée en 1986. Thomas, c'est le génie des machines, tellement fasciné de technologie qu'il lit les modes d'emploi. Alors moi, ça me met un peu dans une position très particulière parce que je n'ai même pas lu le mode d'emploi de ce micro avec lequel je vous parle. Donc, loin de là, l'idée de moi de me comparer à Thomas Bangalter, mais en tout cas, nous n'avons pas ça en commun. Et à côté de ça, évidemment, à côté de cette passion de la technologie, il y a un talent inné, probablement, mais également inculqué, puisque vous allez voir que dans son éducation, son père, pas loin derrière, était également dans l'industrie musicale. Et son pote, Guy Manuel, lui, c'est un peu plus l'obsessionnel. C'est quelqu'un qui, quand il a quelque chose en tête et qu'il n'y arrive pas, il ne s'arrêtera pas parce qu'il sait que ses idées sont bonnes et sa vision est claire. Alors tous deux ont un sens du contrôle, de l'idée précise et comment y arriver, et ça va faire d'eux les meilleurs amis du monde dans ce lycée en 86. Alors au départ, leur amitié évidemment se centre principalement sur leur passion, ici la musique, un peu le cinéma aussi, une passion qui les poussera à, comme des milliers de jeunes, créer leur premier groupe de musique. Je ne vous parle pas ici des Daft Punk, mais des Darlene, c'est leur tout premier nom de groupe, ils étaient 3, avec Laurent Brankowitz qui deviendra lui guitariste des Phoenix. Et ce que vous venez d'entendre, c'est Cindy So Loud, un des premiers titres, le premier titre des Darlene. Et spoiler alerte, le groupe ne va pas durer du tout. Avant Daft Punk, vous étiez les Darlene. C'est terrible, ça, vous étiez dans un groupe de pop. C'est du rock'n'roll, c'est pas de la pop. Et comment on passe de l'un à l'autre ? On change des machines, c'est tout. Hein. On enlève les guitares, on prend des boîtes à rythme à la place. Ouais, on fait mieux qu'à l'époque d'ailleurs. Ils ne feront pas énormément de bruit avec ça, et la seule critique qui sortira à leur égard ne sera pas des plus élogieuses, puisqu'ils sont traités de Dafty Punk Trash dans la presse anglaise, donc traduisez les punks débiles. Vous avez compris, donc ils ont repris le nom Daft Punk, un pied de nez à tout ça, par la suite quand ils se sont lancés dans la house. Et quand on a commencé à faire de la musique électronique, on n'avait pas de nom pour notre projet. On s'est dit tiens, on va utiliser le nom de cette mauvaise critique. Les punks débiles en anglais, ou les punks stupides. Alors évidemment, quand ils ont reçu cette critique, ils ont décidé d'arrêter, et on se retrouve alors avec 2 Parisiens, tristes, à Paris au début des années 90, et vous voyez très bien où je vais en venir. Ils vont découvrir
les soirées parisiennes. Et notamment les rave parties où un nouveau son émerge, la house. Avec le hip-hop, c'était alors la dernière révolution musicale de cette décennie. C'était sur le toit de Beaubourg, la première rave à laquelle on est allé. Et on découvre une musique différente et on découvre en plus, je pense, une énergie avec un public et des gens qui dansent sur des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Et avec quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Il faut replacer la musique électronique dans son contexte qui est alternative et totalement underground et qui est pas de la musique qu'on entend à la radio et on se dit c'est intéressant, il y a un courant et il y a peut-être quelque chose à faire en utilisant ce moyen d'expression dans la musique. Ils vont être hyper inspirés par ce nouveau mouvement, ils vont commencer à mixer dans les soirées, créer leurs maquettes jusqu'à rencontrer les représentants d'un label écossais, Soma, avec qui ils vont travailler, mais à une seule condition. Là on avait déjà le souci du détail et du contrôle, on ne touche rien à ce qu'il crée, on ne change pas la durée, on ne remixe rien, etc., etc. Alors malheureusement, c'est encore quelque chose qui est pratiqué par pas mal de maisons de disques, mais eux, dès le départ, on est au milieu des années 90 et déjà, il y a cette problématique qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est en 1994 que sort officiellement le premier disque de Daft Punk et ils se font connaître ci et là pour une raison principale et qui est la base de tout, encore une fois, le talent, avec en plus de ça, le contrôle, j'en parlais déjà, qui force le respect de leurs collègues et ce contrôle va les aider à construire leur carrière. Alors ils sont connus, de plus en plus connus dans la scène underground, mais un titre va littéralement percer et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, c'est Daft Punk. Là évidemment on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet puisque le premier album va sortir et avec lui quelques tubes dont le fameux Around the World. Et ces deux clips vont déjà être très emblématiques à l'époque grâce à l'anonymat qui les caractérise. Ils sont cachés par des têtes de chiens pour Daft Punk et des casques de moto pour Around the World. Ils sont tous les deux aujourd'hui évidemment considérés comme totalement iconiques, on est dans le thème. Et les clips vont beaucoup faire parler d'eux déjà à l'époque et ça va exploser pour eux, en grande partie grâce à l'image autour de la musique. La musique est qualitative, mais l'image va vraiment porter leur projet. Et l'album de ces deux tubes s'appelle Homework, parce qu'il a été créé à la maison, voilà, donc il n'y a pas vraiment de choses incroyables là. Donc Homework. Alors à l'époque, par contre, ce qui est incroyable, c'est que ça a été créé dans une maison. Donc c'est révolutionnaire, ils ont créé ça dans un petit 10 mètres carrés chez eux, et c'est révolutionnaire parce qu'à l'époque, le home studio, c'est quelque chose de très récent. Aujourd'hui, je peux même créer une chanson avec ce micro, je vais vous épargner ça. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de très très marginal. Et pourtant, dans cette petite pièce, ils vont révolutionner la musique électronique mondiale. Deuxième chapitre, j'en parlais, la révolution Daft Punk, parce que pour devenir iconiques comme ils le sont aujourd'hui, et oui, il s'en est passé des choses, beaucoup de révolutions qu'ils ont menées, des choses qui ont bouleversé l'industrie, tant publiquement qu'en coulisses, et cette révolution s'est principalement faite dans leurs choix, qui ont été presque un sans faute jusqu'à aujourd'hui. Des débuts au succès planétaire déjà de Homework, tout est allé très très vite, mais Thomas et Guy-Man étaient déjà pas trop chauds de rentrer dans le Star System, qui commençaient à sentir que ça les oppressait déjà un peu, qu'ils allaient peut-être se sentir piégés au fur et à mesure. Donc pour eux déjà à ce moment-là, garder l'anonymat c'était primordial pour conserver leur liberté. Alors dans la scène underground, ils étaient plus ou moins découverts parce que c'est un petit monde sans grands impacts où la place du DJ n'est pas starifiée. On dansait même à l'époque avec le DJ dans le dos. Le DJ star est arrivé vraiment après et Daft Punk a justement contribué à ça, on va le voir. Mais après avoir décidé de vendre des disques dans le monde entier, ils vont commencer à se cacher. Et avec le succès de Homework, ils apparaissaient cachés avec des masques de carnaval, souvent achetés en dernière minute dans des magasins avant les interviews. On arrivait dans une ville, on savait qu'on allait faire des photos, on demandait l'adresse du magasin de farce et attrape ou de déguisement. C'était les premières photos qu'on vous envoyait à la presse. C'était les premières photos. Au départ, c'était un peu militant, et effectivement une façon de sortir un disque comme Homework, et on voulait pas se montrer. C'était pas très bien réfléchi, c'était un peu brouillon, on sent que là, ils cherchaient un peu la façon d'échapper à ce Star System. Non, je pense que c'est quand même contre le Star System, on essaye de pas trop s'exposer non plus, quoi. Donc je pense qu'il y a que la musique qui compte vraiment. Après, ça c'est les gens qui décident, hein, mais on n'essaye pas de s'exhiber vraiment, quoi. C'est alors que l'idée
l'idée de génie arriva. Et pour vous expliquer tout ça, il faut savoir que les deux sont passionnés de technologie et de robotique. Et Thomas avait notamment une passion pour le bug de l'an 2000. Et l'histoire qu'ils vont raconter, c'est que ce bug a fait d'eux des robots. Storytelling derrière tout ça, c'est que les looks robotiques avec lesquels on les connaît aujourd'hui, ils étaient un jour posés dans le studio en train de faire de la musique. Un bug est arrivé au passage de l'an 2000, ils étaient là et pof, c'est devenu des robots. Alors il y a une autre histoire qui dit qu'ils se seraient transformés en robots le 9 septembre 1999, mais ça j'y reviendrai. Et à partir de là, à partir des années 2000, ils ne vont plus apparaître avec des masques de magasins de face et attrape, mais avec des casques de robots créés sur mesure. Des casques qui feront de deux personnages à part entière, totalement évidemment iconiques, impérissables et contrôlables, encore une fois, à l'infini. Un tour de force totalement incroyable puisque ça leur permettra de contrôler toute leur image, de rester libre et d'un point de vue créativité d'être sans limite. Alors là vraiment on est dans le no limit et c'est quelque chose d'important dans leur histoire parce que s'ils n'avaient pas eu le talent qu'ils ont et le succès par la suite, ça aurait été évidemment anecdotique. Des stars de la house, je le disais sans visage, il y en a eu plein, mais vu leur carrière et le message qu'ils transmettent à travers ces robots, c'est quelque chose de vraiment plus profond et encore une fois iconique, il n'y a pas d'autre mot. D'un côté on a cette apparence robotique et d'un autre on a un logo qu'ils voulaient aussi impactant que la marque Coca-Cola par exemple. Ça c'est la face visible de l'iceberg, c'est ce qu'on peut voir comme révolution en tout cas à l'époque et qui vont faire d'eux déjà un duo hors du commun aux yeux du grand public et dans l'industrie musicale. Mais dans les coulisses, la révolution se fait aussi dans les contrats et leur façon de gérer leur carrière. Par exemple, ils ont signé un contrat qui était du jamais vu dans l'industrie musicale avec la grosse machine Virgin. On a l'occasion de l'expliquer, on est contre justement tout ce qui est star system. Mais le contrat qu'on a signé avec la Major, il est à 100% bon pour nous et il nous évite tous les problèmes qu'avaient les artistes avant avec les Majors. Comme on n'a jamais demandé à signer sur une Major et qu'on a attendu 8 ou 9 mois avant de signer. Une chose que je ne vous ai pas encore dite sur Thomas Bangalter, c'est que son père n'est nul autre que Daniel Vanguard. Oui, donc vous connaissez sûrement Daniel Vanguard pour tous ses tubes énormes. Je ne vais pas vous le présenter. Mais non, je plaisante. Moi non plus, je ne connaissais pas le mec il y a encore 2 semaines. Mais blague à part, vous connaissez sûrement les chansons qu'il a produites. Et là, on est vraiment déçu que Daft Punk n'ait jamais samplé Ça fait rire les oiseaux de la compagnie créole. Tout ça pour dire que son père, la négociation avec les maisons de disques, ça le connaît et il a sans nul doute drillé son fils pour qu'il ne fasse pas d'erreur. Un héritage alors incommensurable puisque ce père va les aider à faire des bons choix et surtout les conseiller pour leur contrat. Il faut savoir qu'une maison de disques en général signe les artistes pour X albums et puis il y a les royalties, etc. Daft Punk, eux, ils n'ont pas dit ça, ils ont dit Attends. Non, nous on vous donne les droits d'exploiter nos disques pendant 10 ans et on reste maître de notre création. No chill. Donc du coup, il n'y avait pas tout ce truc de royalties, vous devez nous faire 4 albums en un tel temps. Non. Donc là, ici, ils ont vraiment remis en question la norme puisqu'ils savaient où ils allaient et surtout, ils pouvaient se le permettre. Ce n'est pas des gens qui mouraient de faim. Donc du coup, ils pouvaient se le permettre aussi de négocier pendant plusieurs mois avec les majors. Et cette révolution Daft Punk va prendre évidemment une toute autre ampleur avec l'album Discovery. L'album Discovery, c'est le raz-de-marée. Ils vont prendre la house chère à leur cœur, des codes un peu plus pop et des samples à gauche à droite et le succès sera planétaire. One more time. One More Time que vous connaissez, c'est le tube qui va casser toutes les frontières pour Daft Punk, mais avec lui sur cet album, bien d'autres tubes.
moi, c'est l'album le plus iconique de Daft Punk. Il n'y a pas une chanson en trop, tout est iconique. Et pour le Storytime, il est très iconique pour moi parce que c'est un cadeau que j'avais demandé au Père Noël quand je n'avais que 11 ans et je l'ai saigné. Il est dans un état pas possible dans le grenier chez mes parents. Bon, alors la même année, j'avais aussi demandé l'album d'Evangeli qui est un tout petit peu moins tourné, si ce n'est pour un tube peut-être. Mais bon, là je m'égare un peu. Mais le succès en tout cas des Daft Punk, eux, sera tel que de très grandes personnes, j'en parlais en préambule, se rapprocheront d'eux. Madonna, Britney, Janet Jackson, George Michael, David Bowie. Ils refuseront toutes les collaborations à l'époque. Alors vraiment, ils étaient alors anti-système jusqu'au bout. Et avec cet album, ils flirtent, je le disais, avec une house aux mélodies plus pop, mais toujours tout de même en cohérence avec ce qu'ils faisaient déjà, puisqu'à la base, c'était des DJ qui aimaient le disco, qui avaient grandi dans le disco et dans les années 80. Et donc, il y a une certaine cohérence déjà avec ce qu'ils proposaient avant, mais tout de même, ils vont perdre une partie de leur fanbase qui les suivait depuis le début et qui aimait la house plus hardcore. Et ici, on commence à plus ressentir, je le disais, l'influence musicale des années 70 qu'ils aiment tant, et avec notamment l'utilisation du sample qui caractérisera toute leur carrière. Et avant tout, je le disais, c'est des DJ. Donc c'est normal de sampler des sons qu'ils aiment tourner sur leur platine. La plupart des chansons de Discovery sont en réalité des samples, et c'est comme ça que des chansons passent de ça à ça, ou de ça à ça. Et là, je pourrais faire ça jusqu'à la fin du podcast, tellement il y en a. Je vous donne les meilleurs exemples de samples de Daft Punk sur l'Instagram @iconicpodcast, si vous voulez les écouter. C'est également révolutionnaire de ce côté-là, puisque c'est un des premiers albums qui laisse tant de place au sample, ou parfois même le sample est méconnaissable tellement il a été modifié. Et c'est pour ça qu'il y a eu des petits reproches parfois de plagiat, parce que vraiment c'était très 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 samplé. Et pour accompagner l'album, vous avez déjà sûrement vu les dessins animés qui faisaient office de clip. Je repars dans le storytelling. J'avais pour but ultime quand j'étais petit d'enregistrer tous ces clips sur des VHS avec mon magnétoscope quand les clips passaient sur MTV ou MCM. Et alors là, j'ai perdu tous les 2000 qui sont en mode. Mais vraiment, c'était pour moi le but. Alors, spoiler alert, je n'y suis jamais arrivé, parce que du coup, il y a quand même pas mal, c'est un vrai film entier, et ce film s'appelle Interstellar, The Secret Story of the Star System, Interstellar 5555, et c'est un animé créé par le créateur d'Albator, Leiji Matsumoto, dont étaient fans Thomas et Guimard. Le film raconte l'histoire d'un groupe interplanétaire qui se fait enlever par un producteur véreux et qui transforme le groupe en machine à vendre des disques pour la planète Terre. Alors ici, le message n'est pas très subtil, mais on voit déjà ce qu'ils pensent de l'industrie dont ils font partie, et industrie d'ailleurs qu'ils enrichissent avec leur contenu. Pour ce film, pour le coup, ils se sont eux endettés pour le créer parce qu'ils vont toujours au bout de leurs idées. Ils veulent toujours tout contrôler, du coup. Pour eux, c'était important de le financer eux-mêmes, et ce film va coûter très 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 cher et va mettre plusieurs années à être produit, mais c'était très important pour eux, et au final, c'est quelque chose dont ils sont encore aujourd'hui très fiers. Alors cet album, évidemment, c'est l'élément fondateur des Daft Punk qu'on connaît aujourd'hui, les Daft Punk mondialement connus, puisque l'album aura ce son unique, propre au Daft Punk, avec du vocodeur usé à outrance et l'utilisation du sample, j'en ai parlé, mais ce film qui l'accompagne sera aussi la clé de voûte de tout un pan cinématographique des Daft Punk, parce qu'il faut savoir que leurs deux films, il y en a un deuxième qui est sorti par la suite pour le troisième album Human After All, ont tout de même été à Cannes, donc c'est pas rien du tout. Donc on voit que c'est l'élément fondateur des Daft Punk qu'on connaît aujourd'hui. Troisième chapitre, la traversée du désert, où je vais aborder le troisième album, Human After All. Ici, il décide de revenir aux fondamentaux Daft Punk, à savoir la musique house beaucoup plus brute et créée dans le feu de l'action. Là où Discovery a été écrit en 5 ans, Human After All a été écrit en 2 semaines. Et ici, malheureusement, les gens ne vont pas du tout adhérer au concept. La volonté du duo, c'était vraiment de revenir à des créations garage, quelque chose de plus brut. Mais la magie Daft Punk n'opère alors pas. Même si encore aujourd'hui, cet album est considéré comme un moment clé dans l'histoire de la musique électronique, puisqu'il va inspirer toute une nouvelle génération d'artistes de eux aussi retourner aux fondamentaux et quelque part quelque chose de plus brut. La French Touch 2.0, comme on l'appelle. Mais pourtant, à l'époque, ça ne marchera pas. Et cet album, je le disais, était aussi accompagné d'un film qui s'appelle Electrorama, où des robots aspirent à devenir humains.
Human After All, vous avez compris le titre de l'album, et où on voit des robots qui se font exploser dans le désert, vidéo qui sera réutilisée des années plus tard pour illustrer la fin du duo. Quoi qu'il en soit, donc cet album ne marche pas, et le risque de devenir has-been leur pend évidemment au nez, parce que même s'ils veulent pas jouer le jeu de l'industrie et du Star System, le jeu est tout de même en marche, donc le jeu fonctionne quand même. Alors je fais passer un peu l'industrie musicale pour Squid Game, mais c'est un peu ça qui se passe en réalité, jusqu'à une autre évolution totalement inattendue, le Coachella des Daft Punk. Alors le festival Coachella, j'en parle dans mon podcast précédent sur Beyoncé, c'est clairement le festival sponsor du podcast Iconic. Et ce festival, c'est un festival en Californie qui a une place particulière dans l'industrie aujourd'hui parce que c'est justement un endroit qui arrive souvent à créer l'événement autour de grands artistes. Le festival prend place au milieu d'un désert, d'où le titre de ce chapitre. On s'est rigolé chez Iconic, c'était pas une traversée du désert en mode ils ont connu des moments difficiles, même si c'était pas spécialement facile. Le duo refusait depuis des années de se rendre dans ce désert Coachella, et ils acceptent exceptionnellement cette année-là et ils créent un show inédit. Ils réinjectent quasiment tout leur cachet de $300,000 environ dans cette performance. Alors évidemment, le show est un mix de zinzin de leurs 3 albums avec une scénographie qui accompagne le tout. Une pyramide au centre, là les anti-Illuminati ont arrêté le podcast en sueur, et des gros écrans LED tout autour pour décorer la pyramide. Et alors on est en 2007 et je vous avoue que le LED c'est tout nouveau, c'est la première fois que des gens vont en prendre autant plein les yeux. Personne n'avait vu quelque chose d'aussi produit avec une telle qualité visuelle, et ici le visuel est vraiment au service de la musique et inversement. Une masterclass de show qui va se retrouver partout sur YouTube, on est au tout début de la plateforme aussi, et ça va buzzer, et ça va encore une fois, il n'y a pas d'autre mot, révolutionner le genre. Ce sera l'acte fondateur de l'Electronic Dance Music, l'EDM. Si aujourd'hui vous avez des Tomorrowland, des shows de ouf avec des DJ stars, si vous avez des David Guetta, des DJ Snake, des Skrillex, des Avicii, paix à son âme, c'est en grande partie grâce au Coachella des Daft Punk. Skrillex en parle d'ailleurs ouvertement. J'ai dépensé tout mon argent, mais ça a vraiment changé ma vie. Ça a chamboulé tout mon monde, ça m'a retourné le cerveau. J'étais déjà super fan de leur album, mais là j'ai pu les voir s'approprier la scène avec cette pyramide, voir le rendu incroyable de tout ça et le talent qu'ils avaient pour inventer de nouveaux remixes. J'avais jamais vu un truc pareil. J'ai compris ce qu'on pouvait créer en live, comment on pouvait réinterpréter des morceaux en live. Tout ça est gravé en moi maintenant, tu vois. Quatrième chapitre, un chapitre entier consacré à Random Access Memories, parce que pour moi, même si tout ce qu'ils ont créé avant, depuis les années 90, est iconique, tant dans l'idée que dans l'exécution, ici ils prouvent qu'ils peuvent tout faire et ils créent leur plus gros succès et leur plus gros travail musical à leur 4e album, alors que beaucoup ont cru que c'était la fin des Daft Punk, mais c'était sans compter sur leur talent. Pour le contexte, entre Human After All et Random Access Memories, les Daft Punk ont travaillé avec Disney sur la bande-son du film Tron l'héritage, Tron Legacy, où ils se sont retrouvés à travailler avec un véritable orchestre symphonique, là où leurs 3 premiers albums ont été créés chez eux et tout seuls. C'était aussi un peu un rêve d'enfant, justement. On a toujours travaillé dans une chambre ou à la maison, et là on a la possibilité d'aller dans des studios d'enregistrement, de travailler avec ces musiciens qui sont plus tout jeunes forcément, et de se dire voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 10 ans et qu'on pourra sans doute pas faire dans 10 ans. Le processus est différent, mais au final c'est toujours notre musique. Et dans cette mouvance, ils se rendent enfin compte de leur capacité à produire de la musique entourée de musiciens certifiés. Et donc à un peu moins de 40 ans, ils vont se faire un gros kiff en s'entourant des plus grands. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Les musiciens qui ont bercé leur enfance et pour qui ils vouent un véritable culte. Le fait d'être en studio, par exemple, avec Nile Rodgers et de faire de la musique avec lui alors que ces disques ont bercé un peu toute notre enfance, c'était un moment un peu irréel qui nous a vraiment marqué. Nile Rodgers, dont il parle ici, c'est une figure iconique du disco et je pense que vous connaissez certains de ses tubes. Il faisait partie du groupe Chic.
Pharrell Williams évidemment en tête de file. Et Giorgio Moroder, le premier à utiliser le synthé dans la pop music. On lui donne notamment il aura la classe d'avoir son propre tube en son honneur dans l'album Random Access Memories. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Alors on pourrait se dire qu'ils ont encore une fois vendu leur âme au diable en faisant un album commercial. Alors je déteste ce mot, beaucoup l'ont pensé malheureusement. Moi je le déteste parce que de toute façon, par définition, un album est commercial puisque le but de la musique c'est aussi de vendre et de faire parler de soi. Donc c'est un reproche qui leur a été fait, mais ici, ils ont encore révélé une fois de plus leur talent incommensurable parce qu'encore une fois, il y a ce son unique Daft Punk et c'était pourtant bien un rêve de la house music, comme l'explique Thomas en interview. Le rêve de la house music, ça a été de faire survivre un peu l'esprit de la danse et l'esprit du disco qui existait plus. Et peut-être qu'on n'imaginait pas dans les années, au milieu des années 90 qu'on pourrait faire un disque comme ça. Mais c'était un peu un fantasme pour tout le monde de se dire est-ce qu'on peut produire un truc qui a comme ça cette magie, le même son que dans les samples, dans les trucs comme ça. Je sais pas si tu connais la phrase de Mel Sheeran qui dit la house c'est de la disco on the budget, c'est de la disco sans argent quoi. Ouais. Donc là effectivement vous avez eu les moyens de faire un disque plus ambitieux. L'album donc est littéralement un résumé de leur carrière finalement, finement amené parce que toute leur vie ils se sont inspirés et ont samplé des tubes des années 70 pour en faire de la house jusqu'à les mixer encore plus dans cet album où la disco a pris vraiment plus de place. Et évidemment on parle de Daft Punk, probablement les artistes les plus jusqu'au boutistes de ces dernières années, donc tout sera pensé dans les moindres détails. Il y avait aussi ce désir de retourner à des choses peut-être oubliées au profit de la nouvelle technologie, une façon d'écrire et composer un son, la façon de l'enregistrer. Ils vont vraiment explorer tout ce qu'ils peuvent pour retourner au old school, mais le vrai old school. On parle beaucoup des musiciens, mais le plus important et le plus difficile quand on a fait ce disque-là, c'est de faire un truc qui sonne pas genre son super clean, moderne. On n'imaginait pas qu'on pourrait enregistrer ces musiciens et que ça sonne comme à l'époque. Et tous les mois qu'on a passé en studio, c'était vraiment ça, le challenge, parce qu'on avait vraiment la hantise d'un son tout clean. Dans la production, déjà, ils vont utiliser évidemment l'orchestre de tronc. Ils vont aussi utiliser des vieux micros, comme l'explique Giorgio Moroder. Ils avaient 3 micros et je leur ai demandé pourquoi vous avez 3 micros pour une interview. Ils ont répondu, le micro de gauche est très très ancien, c'est celui que nous utiliserons pour parler de votre enfance. Pour celui du milieu, ils ont dit que c'était le genre de micro avec lequel on enregistrait dans les années 70. Et celui de droite, le microphone du futur, celui qu'ils utilisent maintenant. J'ai dit, qui va entendre la différence ? Le technicien a répondu, personne. Eux, ils vont l'entendre. Des vieilles bandes. Après, on était vraiment dans un souci d'essayer d'enregistrer les mix avec 3 magnétos à bandes différents, à différentes vitesses pour essayer de regarder le mix qui serait le plus intemporel. Enfin bref, ils vont vraiment se faire plaisir. Et tout ça, ça va permettre, je le disais, de créer ce son unique. Alors déjà auparavant, le son Daft Punk est caractéristique et reconnaissable très très rapidement et dans l'industrie, souvent, beaucoup de personnes se demandent comment font les Daft Punk pour créer ce son unique. Mais en réalité, tout provient du contrôle, encore une fois, qu'ils ont sur leur production, mais aussi et surtout le moyen d'y parvenir, puisque plus personne aujourd'hui n'utilisait les micros des années 60. Et donc même en amont, le duo a vraiment réfléchi et c'est comme ça qu'ils ont travaillé toute leur vie à ce qu'ils veulent faire avant, pendant et après l'enregistrement. Et jusqu'au boutiste aussi dans la promo, puisque la promo elle aussi sera old school, puisqu'elle fera aussi écho aux années 70-80 avec notamment les billboards. Alors les billboards, les panneaux publicitaires, c'était une époque, on est à l'âge d'or dans les années 70 de la musique et ces publicités seront partout aux États-Unis, donc des gros billboards principalement à Los Angeles, publicitaires qui étaient inondés des prochaines sorties des albums. Du coup, ils seront passionnés par ça. Et donc, cette fascination pour cette époque se retrouvera dans tous les pans
Le plus gros succès commercial de Daft Punk avec 4 millions d'exemplaires écoulés, mais aussi le plus récompensé avec 5 Grammy Awards, dont le fameux album de l'année où lors de la cérémonie, on peut sentir leur émotion à travers leur casque et c'est vraiment très fort. Et tout ça sans parler aux grandes dames de Pharrell Williams qui a tout de même tenté de leur donner la parole sur scène. On the behalf of the robots, of course, they want to thank their families. Honestly, I bet France is really proud of these guys right now. Alors comment ont-ils réinventé le game ? C'est la grande question qui nous réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, Daft Punk, c'est malheureusement fini. Je disais, ils nous ont dit au revoir en janvier 2021 avec un extrait du film Human After All où ils se font exploser et disparaissent en poussière, une sortie digne des plus grands qui a évidemment buzzé à l'époque et ça a été pour beaucoup l'heure du bilan. Et vous Maintenant que vous avez toutes les infos, je vais faire le bilan et vous exposer un peu toutes les raisons pour lesquelles ce game a été réinventé. Alors vous l'avez senti ici et là dans les différents chapitres, ce qui fait déjà la réinvention du game par Daft Punk et ce qui fait de Daft Punk le duo le plus iconique de ces dernières années, mais je vais quand même les lister ici. Alors de par leurs apparences, le contrôle sur leur création, la fidélité qu'ils ont tenue à leur vision, rien qu'en ça, ils ont en partie redéfini le game de l'industrie musicale mondiale, mais si on rentre dans le détail. Premièrement, évidemment, ils ont été le fer de lance de la French Touch, là où sur les dernières innovations musicales, la France était complètement à la ramasse. Je parle du jazz, du disco, du rap, du hip-hop. Ici, sur la house, le pays a réellement su s'intégrer dans la house et a influencé le genre, notamment grâce à Daft Punk évidemment qui est arrivé rapidement et a rapidement aussi imposé sa touche. Au final, One More Time est un des premiers tubes planétaires de la house music et c'est un tube français, pas américain, alors que la house vient initialement de là-bas. Déjà en ça, c'est une réinvention tout à fait particulière. Deuxième raison est toujours musicale, ils ont grandement participé à la création de l'EDM, l'Electronic Dance Music, notamment avec Coachella, qui sera une source d'inspiration pour les plus grands DJ aujourd'hui, Skrillex, DJ Snake, David Guetta, et pour les grands festivals comme Tomorrowland ou même le Seajet en Hongrie, et dans la création également en popularisant le sample, procédé peut-être un peu usé et abusé aujourd'hui par l'industrie, mais qui peuvent encore créer de beaux produits musicaux, et là je pense notamment au futur Nostalgia de Dua Lipa, où elle s'est aussi ici appropriée des tubes des années 70-80 pour les rendre plus modernes, ce qui montre que cette idée de repopulariser ces sons est encore voulu par le public puisque le succès est au rendez-vous et on voit à quel point ils avaient ici de l'avance sur l'industrie musicale puisque le disco pop est encore très populaire aujourd'hui et je vous rappelle que Random Access Memories est sorti en 2013, il y a 9 ans et on voit aujourd'hui même The Weeknd par exemple cartonne avec un concept relativement similaire. Et si on rentre dans le détail de leur création, encore une fois, l'utilisation du vocodeur est aussi une avancée majeure créée en grande partie par Daft Punk. Bien évidemment, l'autotune et le vocodeur est très utilisé par d'autres artistes et avant Daft Punk aussi. Mets un peu d'autotune. Ouais, mets un peu d'autotune, s'il te plaît. Don't you rip me apart, don't you rip me apart, baby love. Mais pour ces artistes entre guillemets plus classiques, le vocodeur n'apporte rien, pas grand chose, si ce n'est un truc un peu cool ou une patte musicale, un style qu'ils revendiquent ou pas pour certains. Mais chez Daft Punk, ça prend une toute autre dimension de par ce qu'ils ont créé comme personnage, à savoir les robots. Ici, le vocodeur appuie le message et donc rend la musique et le concept global beaucoup plus profond. Les gens, depuis 20 ans qu'on fait ça, ont su respecter notre démarche, ont compris que c'était une démarche artistique et que c'était le plus intéressant et ça a amené à tout le monde plus de surprises, de pouvoir créer en amenant ces robots, mettre ces robots dans des histoires, dans des contextes, dans un film, dans des vidéos, parce qu'on n'est pas spécialement on n'est pas danseur, on n'est pas chanteur, on joue des instruments mais pas à la perfection du tout, mais en créant ces robots, ça nous permettait d'être créatifs en plus de la musique simplement. Ils ont réussi tout de même à créer 4 albums différents des uns des autres avec leur identité propre. Dès que vous jouez un Daft Punk, vous reconnaissez directement la patte du duo. Mais si on s'éloigne de la musique, ils ont aussi redéfini l'idée de la notoriété. En gardant l'anonymat, ils ont pu garder leur liberté à eux. Donc au final, on a une super histoire qui se finit tristement bien et d'une belle façon, très poétique, donc avec l'explosion des robots, même s'il y a une autre explication derrière tout ça qui dirait qu'en réalité, le duo n'est pas terminé. Donc là, c'est vraiment les fans qui se font un gros kiff puisqu'il y a quelques semaines, en février, le 22 février 2022,
ils ont diffusé en direct un live de 97 où on voit leur visage sur Twitch qui a réuni près de 200 000 personnes. Donc on voit que l'émulsion autour de Daft Punk est toujours présente. Et il y a une théorie qui voudrait dire, puisque les Daft Punk auraient perdu leur visage humain pour devenir robot le 9 septembre 99, 9/9/99, une date miroir comme le 22 février 2022, il y aurait cette façon de dire que la boucle ici est bouclée et que Daft Punk pourrait revenir en humain, qu'en gros, ils se sont transformés en robots le 9 septembre 99 et qu'ils sont redevenus humains le 22 février 2022 et que peut-être, il y aura une nouvelle collaboration à visage découvert dans un futur. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que c'était plus un clin d'œil justement à cette aventure robot. Comme ils réfléchissent beaucoup à leurs idées, puis il y a toujours cette notion de contrôle et cette envie de bien faire les choses, je pense qu'ils voulaient vraiment boucler tout ça et terminer comme ça. Et puis de toute façon, évidemment, ça a encore créé le buzz autour d'eux, donc c'est toujours super intéressant. Et au final, ce qui est beau, c'est qu'ils ont réalisé leur rêve, mais tout en restant inchangés par la fame, l'argent. Ils sont restés fidèles aussi à leur vision et ont su garder le contrôle. Il faudrait compter combien de fois le mot contrôle se retrouve dans ce podcast. Et en ça et plein d'autres choses, ils ont vraiment réinventé le game, même si à la base de tout reste bien évidemment, vous l'avez compris, la musique. Et justement, je vais vous laisser avec une des toutes dernières créations des Daft Punk. Je vais vous dire rapidement, comme d'habitude, que vous pouvez vous abonner au podcast, laisser des notes sur Apple Music, ça aide au référencement. Et évidemment, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Si vous voulez parler un peu plus des Daft Punk, je suis là. Et je vous laisse moi avec le titre Horizon, donc une des toutes dernières créations de Daft Punk, qui est un bonus de l'édition japonaise de Random Access Memories et que j'ai découvert il y a pas longtemps en préparant ce podcast et qui m'a littéralement transporté. Et j'espère que vous serez autant transporté que moi par cette mélodie. On se retrouve au prochain podcast d'Iconic et en attendant, n'oubliez pas de streamer Daft Punk. Au revoir.